Madame la juge en chef associée de la Cour supérieure du Québec, Madame la juge en chef de la Cour du Québec, Mesdames et Messieurs les juges en chef adjoints de la Cour du Québec, Madame la juge coordonnatrice de la Cour d'appel du Québec, Madame la juge présidente du Tribunal des droits de la personne, Madame la juge présidente de la Cour municipale de la Ville de Québec, Mesdames et Messieurs les juges de toutes les juridictions, Monsieur le sous-ministre de la Justice, Monsieur le président directeur général du Tribunal administratif du Québec, Monsieur le président du Tribunal administratif du logement, Madame la bâtonnière du barreau du Québec, Madame la bâtonnière du barreau de Québec, Mesdames les bâtonnières, Messieurs les bâtonniers, Madame la doyenne de la faculté de droit de l'Université Laval, Mesdames et Messieurs les médaillés et les récipiendaires, Mesdames, Messieurs membres du Conseil du barreau de Québec et du Jeune barreau de Québec, Mesdames, Messieurs les présidents, directeurs généraux et vice-présidents d'organismes et d'associations, chers consoeurs, chers confrères, distingués invités, bonjour. C'est avec le plus grand des honneurs que nous vous souhaitons la bienvenue à cette cérémonie de la rentrée judiciaire 2023. C'est un privilège pour moi d'en être l'animateur. Je me présente, Gabrielle Dumais, présidente du Jeune barreau de Québec. C'est avec un plaisir que j'agis aujourd'hui à titre de maître de cérémonie. Notre événement constitue une occasion privilégiée d'accueillir parmi nous des représentants de diverses organisations internationales qui nous honorent encore une fois de leur présence et qui, pour plusieurs, sont de fidèles participants à nos événements. Consorts et confrères des délégations étrangères, des barreaux européens et américains, c'est avec grand plaisir que nous vous accueillons. Soyez les bienvenus à Québec. Vous êtes maintenant priés de mettre vos appareils mobiles en mode silencieux. Aussi, ayant déjà procédé aux salutations officielles et comme l'autorise le protocole, j'invite les intervenants qui auront à prendre la parole aujourd'hui à commencer leur allocution par la formule « Distingués invités ». J'invite maintenant Madame la juge coordonnatrice de la Cour d'appel du Québec, l'honorable Suzanne Gagné, à prononcer son discours. Alors, distingués invités, la juge en chef du Québec, l'honorable Manon Savard, reçoit cet après-midi à Montréal la visite d'une délégation de la Cour suprême des États-Unis. C'est la raison pour laquelle elle ne peut être parmi nous et elle me prie de vous adresser ces quelques mots. Les visages de la Cour d'appel ont changé depuis notre dernière rencontre. Après plusieurs années de surnuméraria, les juges François Pelletier, Dominique Bélanger, Jean Bouchard et France Thibault ont choisi de prendre une retraite bien méritée. Une lourde perte pour la Cour d'appel. Le juge Guy Gagnon a choisi pour sa part de devenir surnuméraire, de sorte que nous aurons très bientôt un nouveau collègue. Nous avons par ailleurs accueilli le 31 mai dernier, à notre plus grand bonheur, la juge Laurie Wiseman, qui siégeait depuis près de 10 ans à la Cour du Québec, chambre criminelle. C'est donc avec enthousiasme que la Cour d'appel entame cette nouvelle année judiciaire. Il s'agit de la dernière rentrée judiciaire de la juge en chef de la Cour du Québec, l'honorable Lucie Rondeau, dont le mandat se termine le 25 octobre prochain. Madame la juge en chef, chère Lucie, en tout temps, notre collaboration a été transparente et constructive, toujours centrée sur l'intérêt supérieur des justiciables. Votre mandat n'est pas encore terminé, mais il convient dès à présent de souligner la disponibilité et la collégialité dont vous avez toujours fait preuve. C'est un véritable plaisir de travailler avec vous. Et je vous suggère de lui donner une bonne main d'applaudissement. Alors, la rentrée judiciaire est un moment privilégié pour réfléchir à l'année qui se termine, mais surtout à celle qui vient. C'est l'occasion, avec le pas de recul estival, de réfléchir à l'administration de la justice partout au Québec et à ce qui doit être fait pour renforcer la confiance du public envers le système judiciaire. Depuis des décennies, à l'occasion de la rentrée judiciaire, les juges en chef se succèdent au podium et se préoccupent des problèmes que connaît la justice, des délais et des coûts excessifs, tout en soulignant l'importance capitale de pouvoir compter sur un système de justice accessible et efficace dans une société démocratique comme la nôtre. Des décennies de discours, de débats, de conférences, d'études, de rapports, de changements législatifs et de grandes réformes de la procédure, et nous n'y sommes pas encore. Tout en étant source de fierté, la justice civile et criminelle continue de nous inquiéter. Malgré la diminution du nombre de dossiers ouverts en matière civile, le traitement de plusieurs litiges s'étire en longueur, jusqu'à atteindre des délais qui dépassent parfois l'entendement.
Certains renoncent même à obtenir justice devant les tribunaux ou décident d'agir seuls, faute de moyens financiers suffisants. En matière criminelle, les dossiers sont devenus plus complexes et toute personne le moindrement informée peut nommer le phénomène des délais par son nom, Jordan. Malgré cela, il faut demeurer optimiste. Les facteurs qui contribuent aux faiblesses de notre système de justice sont connus. La complexification des dossiers, la lourdeur attribuable à certaines règles désuètes, le recours plus fréquent aux tribunaux pour débattre de questions sociétales, la présence accrue de parties non représentées et la multitude de moyens préliminaires et de décisions de gestion. Nous continuons d'y travailler, des gestes concrets sont posés. Il faut continuer nos efforts, mais pas n'importe comment. On dit que la folie est de refaire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Peut-être que le moment est venu d'essayer 2 ou 3 petites choses de façon un peu différente. Si la justice civile et criminelle n'est pas toujours à la hauteur de nos attentes et de celles du public, malgré nos efforts à tous, peut-être que de nouveaux diagnostics s'imposent, peut-être que de nouveaux problèmes ont émergé, que de nouvelles solutions doivent être envisagées. Peut-être aussi que les solutions trouvées n'ont pas tout à fait été mises en œuvre. La juge en chef Savard n'a pas de proposition globale à vous offrir aujourd'hui. Elle souhaite plutôt mettre en lumière, à partir de 3 constats, des pistes d'action qui ne sont peut-être pas suffisamment explorées. Premier constat. De nouveaux obstacles se dressent devant nous, des obstacles qui n'existaient pas il y a 40 ans, ni même 10 ou 5 ans. Parmi eux, la rareté de la main-d'œuvre, qui s'impose désormais avec une acuité et une urgence inattendues. C'est un problème qui concerne tous les secteurs d'activité, la santé, l'éducation, les services de garde, et qui touche tant le secteur public que le secteur privé. Dans la sphère judiciaire, la pénurie de main-d'œuvre fragilise les tribunaux et mine la confiance du public. Rien de moins. Le personnel judiciaire travaille dans l'ombre. L'expertise et les efforts de ces personnes sont essentiels à l'efficacité et au bon fonctionnement du système de justice. Sans elles, les procès civils et criminels ne peuvent tout simplement pas avoir lieu. Vous avez été à même de constater au cours de la dernière année les problèmes découlant du manque criant de personnel au sein des palais de justice. À la Cour d'appel, en raison de la nature de nos activités et de la gestion de nos greffes, nous avons réussi à maintenir le même niveau d'activité. Et ce, malgré le départ de certains employés vers des emplois mieux rémunérés et notre difficulté, voire notre incapacité à en recruter de nouveaux. Mais la situation demeure précaire et de façon plus globale, c'est tout l'appareil judiciaire qui est grandement fragilisé. Face à cette réalité et à l'environnement compétitif dans lequel nous évoluons, la nécessité d'offrir au personnel judiciaire des conditions salariales concurrentielles est un incontournable. Si nous voulons assurer une gestion efficiente de nos tribunaux et offrir aux citoyens le système de justice auquel ils ont droit. La stabilité de ce système est indissociable de la force de sa main-d'œuvre et ne doit pas être mise en péril. C'est pourquoi les juges en chef des 3 tribunaux judiciaires, d'une seule voix, ont sensibilisé les plus hautes instances de l'État à la situation actuelle, dans l'espoir que les gestes requis soient posés. La justice doit s'inscrire et demeurer au cœur des priorités du gouvernement. Si de nouveaux problèmes ont contribué à affaiblir le système de justice ces dernières années, il existe par ailleurs de nouvelles solutions prometteuses. Et cela m'amène au 2e constat. Songeons ici, par exemple, aux gains que peut générer un meilleur usage des technologies numériques en matière d'accès à la justice. Il faudra le faire avec doigté. Depuis quelque temps, on parle beaucoup du développement accéléré de l'intelligence artificielle et des risques d'un usage inconsidéré de certains systèmes fondés sur la marginalisation de l'intelligence humaine dans les processus décisionnels. Il ne faut pas pour autant écarter les avancées numériques qui représentent des solutions concrètes aux problèmes présents dans les milieux juridiques et judiciaires. Être à la remorque des changements technologiques n'est pas une option, il faut y voir. Or, la transformation numérique des tribunaux tarde à se concrétiser. On ne peut qu'espérer que le projet Lexius chemine avec diligence et que son financement par l'État soit au rendez-vous. Je peux vous assurer que la Cour d'appel, et je souligne ici le dévouement de la juge Geneviève Cottenham,
travaille activement avec les représentants du ministère de la Justice pour que ce projet se concrétise dans un avenir prévisible pour la Cour, prévisible au sein de la Cour. Dans l'intervalle, il n'est pas question de se tourner les pouces. Sans attendre l'arrivée de Lexius, la Cour d'appel a revu son règlement de procédure en matière civile et exige depuis bientôt 1 an une version technologique de l'ensemble des procédures, exposés et mémoires qui sont déposés au greffe, en plus de la version papier. Le greffe numérique de la Cour d'appel a été amélioré pour permettre le dépôt de ces procédures par toutes les parties à travers la province, représentées ou non. La même exigence figurera bientôt dans notre règlement en matière criminelle. Cette période transitoire hybride du papier vers le numérique n'est pas parfaite et requiert sans contredit la collaboration des avocats et des parties. C'est néanmoins un pas dans la bonne direction et la Cour d'appel entend bien vous accompagner dans cette transition, grâce notamment à des formations mises sur pied par nos juristes. Ce changement dans nos façons de faire m'amène au troisième et dernier constat. Il en va du système de justice comme de la transition climatique. Nous connaissons les causes de la précarité de notre situation, nous savons ce qui doit être fait pour y remédier, mais il y a encore des acteurs qui ne sont pas habités par le sentiment d'urgence que requiert la situation. Pourtant, comme pour la crise climatique, c'est dans les petits gestes et les changements de comportement au quotidien que nous trouverons des réponses aux défis de la justice. La dernière réforme en profondeur du Code de procédure civile entrée en vigueur en 2016 cherchait à accélérer le déroulement de l'instance, à réduire les procédures pour la mise en état des dossiers et à fournir des outils de gestion aux juges. Malgré les efforts des avocats et des juges, l'objectif n'est pas encore pleinement atteint. Il faut faire encore mieux pour atteindre le fameux changement de culture tant souhaité. L'organisation d'un système de justice accessible, efficace et qui inspire la confiance n'est pas une mince tâche. Les enjeux sont multiples, complexes et interreliés. Il est question de nouveaux problèmes à surmonter, mais aussi de nouvelles solutions à mettre en œuvre. Nous avons donc de bonnes raisons de rester optimistes devant l'immense défi qui consiste à préserver les fondements d'un système de justice efficient et adapté à la réalité des justiciables. Au cours de l'année qui vient, nous aurons l'occasion de nous réunir autour de tables de réflexion et de concertation et de nous pencher à nouveau sur les points à améliorer. La Cour d'appel participera activement à tous ces rendez-vous. Je nous invite à profiter de ces occasions pour porter un regard neuf sur les enjeux qui nous préoccupent depuis des années, mieux comprendre pourquoi les difficultés subsistent et adapter nos interventions à une réalité changeante. Un dernier mot pour remercier tout particulièrement les juges et le personnel de la Cour d'appel pour leurs contributions respectives à ces travaux. Nous nous préparons activement pour souligner les 175 ans de la Cour d'appel en 2024, car oui, c'est le 7 janvier 1850 que la Cour siégeait pour la première fois, ici à Québec. Nous vous tiendrons évidemment informés des activités entourant cet anniversaire. Sur ce, je vous souhaite à tous une belle année judiciaire remplie d'espoir. Distingués invités, chers membres de la communauté juridique, c'est toujours un plaisir pour moi de participer à la rentrée judiciaire qui représente chaque année un moment important et attendu pour les acteurs du milieu de la justice. C'est l'occasion de souligner le travail que nous avons accompli ces derniers mois et de définir ensemble nos priorités ainsi que les progrès que nous souhaitons voir se concrétiser pour l'avenir du système de justice. Ultimement, nous travaillons tous pour les citoyens et citoyennes. Le système de justice, il est avant tout le leur, et c'est sur leurs besoins que nous devons fonder chacune de nos décisions. C'est notre rôle à tous d'offrir aux Québécoises et aux Québécois une justice efficace, agile et abordable. Un système de justice qui permet aux personnes victimes de tourner la page rapidement et dont les délais ne découragent pas à porter plainte. Une justice en laquelle la population a confiance. En d'autres mots, nous devons continuer de conjuguer nos efforts pour offrir aux citoyens une justice plus accessible, plus efficace et surtout plus humaine. C'est cet objectif qui a guidé l'ensemble de mes actions depuis le début de mon mandat à titre de ministre de la Justice et c'est cette même volonté qui habite chacune de mes décisions encore aujourd'hui. Tous les jours, vous êtes en contact direct avec les justiciables. C'est vous qui les accueillez, qui les conseillez, qui les accompagnez ou qui rendez des décisions qui ont un impact sur leur vie. Vous êtes en quelque sorte les visages de la justice du Québec et grâce à votre expertise, à votre sollicitude et à votre engagement et à votre ténacité,
vous contribuez quotidiennement à l'amélioration du système de justice. Je veux prendre le temps aujourd'hui de tous vous remercier pour votre dévouement et votre engagement. Sans le personnel des palais de justice, le personnel du ministère de la Justice, les membres du Barreau du Québec, les notaires, les intervenants des CAVAC, les constables spéciaux, la magistrature, le système de justice ne pourrait tout simplement pas fonctionner. Un mot aussi pour les journalistes et les chroniqueurs judiciaires qui aident parfois à mettre en lumière des failles dans le système et à faire en sorte qu'elles soient corrigées. La publicité des débats judiciaires nous permet à tous de bénéficier de l'examen minutieux des médias et du public. Au cours de la dernière année, nous avons mené de front d'importantes réformes pour le système de justice. Des avancées majeures ont pu être réalisées en matière d'accès à la justice, de modernisation, de transformation et d'accompagnement des personnes victimes notamment. Pensons d'abord à l'adoption au printemps dernier de la loi visant à améliorer l'efficacité et l'accessibilité de la justice, notamment en favorisant la médiation et l'arbitrage et en simplifiant la procédure civile à la Cour du Québec. Celle-ci permettra de réduire considérablement les délais à la division des petites créances et de gagner en prévisibilité ainsi qu'en efficacité en matière civile. En misant davantage sur les modes de règlement alternatifs, comme la médiation, nous favorisons la discussion et donnons plus de contrôle aux citoyens sur l'issue de leur litige. Les gens qui privilégieront la médiation avant de se tourner vers les tribunaux verront également leur dossier traité en priorité. Toujours en vue d'améliorer l'accès et l'efficacité de la justice, nous continuons en parallèle la modernisation et la transformation de nos institutions. En effet, nous avons, en avril dernier, livré avec succès le premier dossier judiciaire entièrement numérique en matière non contentieuse. À ce jour, ce sont plus de 3500 dossiers qui ont été ouverts dans Lexius, et ce grâce à la participation de plusieurs partenaires du réseau de la justice, dont la magistrature, le Barreau du Québec et la Chambre des notaires. Sans oublier les projets pilotes de tribunal spécialisé en matière de violences sexuelles et de violences conjugales, qui seront bientôt déployés dans 22 palais de justice et points de service et qui ont permis d'accompagner jusqu'ici plus de 11 000 personnes victimes. Nous sommes en train d'insuffler un véritable changement de culture dans le système de justice. Nous pouvons tous en être fiers, puisqu'une fois de plus, rien de tout cela n'aurait été possible sans votre précieuse collaboration. Ce sont de grandes avancées qui méritent d'être soulignées. Toutefois, nous savons tous que de nombreux défis nous attendent encore cette année. Les délais en matière criminelle, dont l'augmentation est très inquiétante, sont bien sûr au sommet de nos préoccupations. Nous devons tous poursuivre nos efforts pour réduire ces délais et pour limiter les conséquences de l'arrêt Jordan. Nous le devons d'abord aux victimes, ainsi qu'à tous les justiciables qui doivent avoir confiance en leur système de justice et qui ne devraient pas craindre un processus interminable. L'entente que nous avons conclue récemment avec la Cour du Québec est d'ailleurs un pas dans la bonne direction. L'ajout de 14 juges, combiné à l'établissement de nouvelles cibles d'efficacité pour accélérer le traitement des causes, ainsi qu'à une révision de la hausse du nombre de jours siégés par les juges, aura certainement un impact positif sur les délais en matière criminelle. Par ailleurs, comme nous nous étions engagés, nous avons récemment relancé les travaux de la table justice et rassemblé tous les acteurs du milieu pour établir des solutions pérennes afin de contrer l'augmentation des délais en matière criminelle. Nous pouvons et nous devons bénéficier de l'expertise de chacun sur cet enjeu qui nous concerne tous. D'autre part, les défis d'attraction et de rétention de main-d'œuvre continuent d'être au cœur de nos priorités. Je peux vous assurer que les équipes au sein du ministère de la Justice travaillent sans relâche pour combler les postes à pourvoir et se positionner comme un employeur de choix. D'ailleurs, nos efforts portent fruit puisqu'ils ont mené à l'embauche de près de 2400 employés au cours de la dernière année, dont plus de 1700 dans les palais de justice du Québec. Les récentes données compilées démontrent que pour l'ensemble des palais de justice du Québec, près de 90% des postes vacants sont comblés. Cela étant dit, nous ne pouvons pas parler de rétention sans aborder la question des salaires des greffiers et du personnel des palais de justice. Nous en sommes bien conscients. Nous continuons à travailler avec ma collègue au Conseil du Trésor afin d'améliorer la situation. S'ajoute à cela la mise en œuvre de mesures innovantes comme l'équipe des greffiers volants. Nous sommes sur la bonne voie et nous comptons maintenir nos efforts. En terminant, il importe de souligner que le budget octroyé à la justice a connu une croissance importante depuis 2018. Nous parlons d'une augmentation de près de 30% du budget. Il faut savoir que le Québec est l'un des États fédérés qui finance le mieux son système de justice. En effet, le gouvernement du Québec octroie un montant supérieur en matière de justice par habitant que l'Ontario ou que l'Alberta.
Nous rêvons évidemment tous d'un budget illimité. Et vous pouvez compter toujours sur moi. Je travaillerai sans relâche pour que nous ayons les moyens de nos ambitions. Cela étant dit, il importe de souligner la position favorable du Québec en matière de financement de la justice comparativement à d'autres États fédérés au Canada. Devant les défis qui nous attendent cette année, nous devons continuer d'innover. Nous devons reconsidérer nos façons de faire, actualiser les meilleures pratiques et s'aventurer hors des sentiers battus. Nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir pour atteindre le système de justice efficace, moderne, accessible et humain auquel nous aspirons tous. L'amélioration du système de justice est une responsabilité qui est commune. C'est notre devoir à tous d'offrir aux Québécoises et aux Québécois des services de justice à la hauteur de leurs attentes. Nous sommes heureux de débuter cette nouvelle année judiciaire avec des gens aussi engagés et mobilisés pour accomplir les réformes à venir. Merci et je vous souhaite une bonne rentrée à tous. Alors, certainement, une tradition bien ancrée, cette rentrée judiciaire, la Cour supérieure qui fête aussi son 175e anniversaire d'existence. D'entrée de jeu, je souligne que cet anniversaire coïncide avec la réalisation prévue en cours d'année d'un plan stratégique où les mots-clés vision, mission, valeurs, défis et opportunités seront analysés et décortiqués par la Cour supérieure dans tous les sens. Ce plan stratégique se veut la poursuite d'une réflexion de fond pour les juges de la Cour supérieure sur la façon de toujours mieux répondre aux besoins des citoyens qui s'adressent à nous, mais surtout qui nous font confiance. En parlant de la Cour supérieure, je profite de l'occasion pour souligner la nomination du juge en chef adjoint, après plusieurs mois, l'honorable Jean-François Michaud, le 21 juin 2023. Le juge Michaud est un collaborateur très attendu par la juge en chef Paquette et moi-même. Il complète maintenant l'équipe de direction de la Cour supérieure. Je profite également de l'occasion pour souligner la dernière entrée judiciaire de la juge en chef Rondeau. Beaucoup de dossiers en commun, Lucie, nous ont occupés depuis ma nomination en 2019. La qualité de nos échanges a toujours suscité chez moi une marque de respect à votre endroit et plutôt à ton endroit. Alors, je sais que ton mandat n'est pas terminé, mais je prends avantage de cette tribune pour te souhaiter bonne chance dans cette très nouvelle vie qui t'attend. Revenons maintenant à cette rentrée qui se veut un moment privilégié au cours duquel les représentants principaux du monde juridique et judiciaire font état de leurs priorités dans le cadre de cette nouvelle année qui s'amorce. J'ai identifié, et on ne prend pas peur avec le nombre que je vais vous identifier parce que ça va bien aller, ça va aller rondement, puis je vais rester dans mon temps, mais j'ai identifié 6 chantiers majeurs sur lesquels la Cour supérieure articulera ses actions cette année. Tous ces chantiers reposent sur une même toile de fond. Comment continuer à maintenir dans un monde en pleine transformation une justice de qualité pour tous les citoyens et citoyennes sur l'ensemble du territoire québécois? Car s'il y a un dénominateur commun parmi les représentants du milieu judiciaire et juridique aujourd'hui, c'est bien ce désir et cette détermination de répondre présent à ceux et celles qui font confiance au système de justice pour trouver quoi? Pour trouver une solution à leurs problèmes. Car c'est avant tout ce que le citoyen cherche lorsqu'il intègre le système de justice, une solution à son problème. Premier chantier, et vous ne serez pas surpris, l'accès à un système de justice appuyé par un personnel qui jouit de conditions de travail adaptées. Un récent sondage demandé par le ministère de la Justice du Québec sur le degré de satisfaction des citoyens envers le système de justice révèle que l'indice premier pour mesurer la perception de l'expérience de justice repose avant tout sur la façon avec laquelle ce citoyen est accueilli dans le système de justice et ensuite, évidemment,
sur la manière avec laquelle il sera appuyé tout au long du processus judiciaire. Dans ce contexte, la façon avec laquelle ce citoyen recevra les différents services auxquels il a droit revêt une importance capitale. C'est ainsi que chaque membre du personnel judiciaire a un rôle essentiel à jouer pour soutenir cette mission: adjoint à la magistrature, greffier, greffier audiencier, huissier, technicien, constable, et j'en passe. Toutes ces personnes qui, nous l'avons dit plus tôt, avec la juge en chef, dans l'ombre, travaillent sans relâche pour assurer le maintien d'une justice de qualité, doivent voir reconnaître la complexité accrue de leurs tâches et l'importance que leur rôle revêt dans notre monde judiciaire en pleine transformation. À l'heure où les enjeux qui découlent de la pénurie de main-d'œuvre sont à l'avant-plan de l'activité quotidienne, il nous faut redoubler d'efforts pour non seulement retenir le personnel de grande qualité que nous avons déjà en place, mais aussi attirer de nouvelles recrues. Et pour y arriver, il n'y a pas de secret. Il faut des conditions de travail attrayantes qui jouissent d'une corrélation adéquate avec un marché du travail compétitif qui, lui aussi, demeure en pleine mouvance. Et tout cela, ne l'oublions pas, pour que ce citoyen qui fait confiance au système de justice puisse continuer à y avoir un réel accès. Ce chantier nous tient en haleine depuis 3 ans. Des discussions régulières ont lieu avec les plus hautes instances du ministère de la Justice du Québec. Vous l'avez entendu, la voix de tous les juges en chef du Québec s'est fait entendre et continue de se faire entendre pour ce même message. Il est urgent que le gouvernement s'attaque maintenant aux enjeux de main-d'œuvre auxquels notre système de justice est confronté et qui ont un effet direct sur la qualité des services à laquelle le citoyen est en droit de s'attendre. On constate malheureusement de plus en plus une démotivation alarmante de nos meilleurs éléments. Il faut donc que des signaux puissants et concrets de la part du gouvernement se fassent sentir pour stopper le risque d'une baisse de ferveur dans la façon de rendre les services aux citoyens. Malgré ce contexte difficile, je garde espoir aujourd'hui que le gouvernement du Québec entendra notre message et qu'il trouvera la voie qui permettra de conserver et d'attirer le personnel requis pour répondre encore une fois, non pas aux besoins des juges, mais aux besoins de justice de tous les citoyens qui nous font confiance. Deuxième chantier, l'accès à une justice modernisée et transformée pour mettre fin à nos fameux hangars à papier. Dans ce monde en pleine transformation, il faut que des moyens technologiques soient au rendez-vous. Il y a maintenant 4 ans, le ministère de la Justice du Québec a mis en place le chantier Lexus. Dès le départ, la Cour supérieure a été partie prenante à ce chantier et l'a classé à l'avant-plan de ses priorités. D'ailleurs, nous avons aujourd'hui le juge Sanson qui représente, entre autres, la Cour supérieure dans ce dossier et qui a été très actif et qui l'est encore. Mais passer du hangar à papier, parce que c'est bien ce qu'on a maintenant, des centaines et des centaines de dossiers qui sont dans un endroit précis, passer de cet hangar à celui de l'ère numérique dans l'info nuagique n'est pas une mince affaire. Les défis de réalisation pendant cette période de transition sont évidemment colossaux. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, nous en sommes conscients. Malgré certaines déceptions en raison de la vitesse de réalisation de ce chantier, nous avons vu poindre à l'horizon des avancées prometteuses. Pensons aux procédures non contentieuses qui constituent un premier test qui donne espoir pour la suite. Évidemment, nous continuons de demander vigoureusement que les dossiers papier se transforment en dossiers numériques facilement accessibles pour tous. S'ensuit, dans cette transformation, le défi de savoir tirer profit des avantages que l'avènement de l'intelligence artificielle apporte. Probablement une révolution aussi importante que celle que nous avons connue avec l'Internet. Incidemment, nous avons récemment demandé au ministère de la Justice du Québec de mettre en place un chantier de réflexion sur la place de l'intelligence artificielle en matière de justice
et nous entendons y collaborer pleinement. Troisième chantier, très positif, accélérer la mise en place de la simplification des processus qui régissent le système de justice. Mais pourquoi la simplification des processus doit-elle revêtir une importance aussi grande dans le contexte de nos activités? Eh bien, c'est parce que notre rôle en tant que juge, avocat, officier de justice, consiste à nous assurer que lorsque ce citoyen dépose sa procédure introductive et que l'autre y répond, de s'assurer que le dossier pourra cheminer de la façon la plus efficace, la moins coûteuse et le plus rapidement possible. D'où l'importance de mettre en place des processus qui réduisent les étapes à franchir et maximisent l'effet des interventions avant d'arriver au moment où le problème soumis sera solutionné. À la Cour supérieure, nous sommes sur la bonne voie, mais nous savons aussi que nous devons continuer à considérer ce chantier comme étant sur la liste de nos priorités. Et pour continuer sur cette route, nous faisons appel au dynamisme des membres du barreau pour nous appuyer dans cette tâche. De façon plus concrète, des mesures de simplification sont déjà en place, mesures dont l'efficacité ne cesse de s'améliorer à mesure qu'elles sont testées sur le terrain. Ces mesures se caractérisent entre autres par une gestion très proactive et dynamique des dossiers dans le but de s'assurer que chaque action posée est nécessaire, mais surtout proportionnée aux enjeux du dossier. Pour aller encore plus loin dans cette voie et à titre d'exemple, nous avons mis en place, durant la pandémie, un projet pilote pour rendre les audiences encore plus efficaces. En quelques mots, le juge, par la gestion préalable du dossier et surtout la collaboration des avocats, s'assure que le temps d'audience se concentre sur les témoignages principaux. Ce projet pilote qui a fait ses preuves deviendra pérenne dans les prochaines semaines dans la division de Québec. De telles mesures doivent continuer à voir le jour pour faciliter le chemin du citoyen dans le système de justice, citoyen, je le répète, qui cherche la plus rapide et la moins coûteuse voie à la solution aux problèmes soumis. Il s'agit avant tout d'un travail d'équipe où les avocats doivent prendre une place importante. En fait, ils doivent prendre leur place. Quatrième chantier, maximiser l'utilisation des modes alternatifs de résolution des conflits et en développer de nouveaux. Tous les dossiers ne se terminent pas par un jugement, bien que dans certains cas, l'obtention d'un jugement soit la seule avenue possible. D'autres fois, la solution découle d'un échange amiable où tout le monde y trouve son compte. La demande pour de tels types de services ne cesse de croître. Le juge ne tranche plus le débat. Il partage son expertise et facilite le dialogue pour qu'au final, une solution émerge de cet échange. Des programmes novateurs existent déjà au sein de la Cour supérieure. Pensons aux conférences de règlement à l'amiable, dont le nombre ne cesse d'augmenter et qui connaissent des taux de réussite de 85 %. 15 conférences de règlement tenues dans des dossiers nous permettent de réinvestir 300 jours dans le système de justice pour entendre des dossiers en attente, réduisant d'autant les délais pour être entendus par un juge. Pensons au programme de conciliation-gestion ou encore de conciliation-audience sommaire. Audience le matin, pas de règlement, c'est-à-dire conférence de règlement le matin, pas de règlement, audience l'après-midi et jugement rendu dans les 10 jours. Alors, programme novateur qui, à mon avis, devrait être encore plus utilisé. Pensons aussi à notre programme PCR2 pour établir le lien parent-enfant à la suite d'une séparation difficile. D'abord instauré dans le district de Québec, ce projet pilote s'est élargi au district de Chicoutimi et doit prochainement voir le jour, notamment en Abitibi et même à Montréal. Mais ce n'est pas tout. Nous devons poursuivre nos efforts, nous creuser les méninges, comme on dit en bon québécois, pour trouver des façons novatrices d'aider le citoyen à trouver une solution rapide et efficace à son problème. Et sur cette voie, les avocats sont des partenaires de choix. Cinquième chantier, et non le moins important, l'intégration des principes directeurs de proportionnalité, transparence et coopération.
L'intégration de la nouvelle culture préconisée par le Code de procédure civile nécessitera encore plusieurs années d'efforts avant d'être bien intégrée. Mais il ne faut pas lâcher, et ça en vaut la peine, car il est derrière nous le temps des surprises en salle d'audience. Respecter le principe de proportionnalité, limiter le débat à l'essentiel, coopérer et communiquer sont des principes qui doivent guider toutes les actions posées dans le système judiciaire. En avril dernier, en collaboration avec le Barreau de Québec, la Cour supérieure a participé à une formation d'une journée pour répondre à la question suivante: avons-nous pris le virage annoncé par le législateur? En réponse, nous constatons que certaines avancées se sont concrétisées, mais il nous reste du chemin à parcourir pour parvenir à un réel changement de culture dans le meilleur intérêt des citoyens qui s'adressent à nous et, encore une fois, qui nous font confiance. Et c'est en poursuivant des échanges constructifs en ce sens que nous y parviendrons. D'ailleurs, d'autres formations de ce genre se tiendront au cours de la prochaine année judiciaire, notamment une formation à Québec en matière familiale et une autre au Saguenay au mois d'avril 2024 et très certainement d'autres à la demande. Là, j'en fais l'annonce et on aura sûrement d'autres demandes en ce sens, mais tout passe par l'intégration de cette nouvelle culture. Dernier chantier, maintenir la collaboration avec les journalistes qui couvrent l'arène judiciaire. Effectivement, avant de conclure, j'aimerais prendre le temps de remercier les représentants des médias qui couvrent les dossiers judiciaires année après année. Sans eux, les citoyens ne seraient pas aussi bien informés de ce qui se décide dans le système de justice. Et alors que les médias vivent des temps difficiles et qu'il y a de moins en moins de journalistes présents dans les palais de justice, à Québec d'ailleurs comme ailleurs en région, pour diffuser l'information à la population, je ne peux que lever mon chapeau pour le travail de ceux qui restent. En conclusion, continuons avec conviction et détermination à défendre et à soutenir ce système de justice qui demeure un des piliers de notre système démocratique. Je sais qu'en travaillant ensemble dans la même direction, nous pourrons le protéger et en améliorer les rouages. Je profite de cette tribune pour remercier tous les juges et spécialement les juges de la Cour supérieure avec qui je travaille de façon étroite, de leur dévouement à la tâche et de leur détermination à participer au maintien d'une justice de qualité partout où le citoyen se trouve sur le territoire québécois. Car une justice qui se veut accessible, c'est une justice rendue là où se trouve le citoyen. Même à la vue de ces flots qui peuvent parfois devenir agités, mais hautement stimulants, c'est avec optimisme que j'entrevois cette nouvelle année judiciaire qui s'amorce. Et sur ce, je vous souhaite une excellente rentrée. Merci. Merci, Madame la juge. C'est maintenant au tour de Madame la juge en chef de la Cour du Québec, l'honorable Lucie Rondeau, à venir prendre la parole. Alors, chers collègues de toutes les juridictions, Madame la bâtonnière, distingués invités, et une salutation spéciale à nos hôtes, l'Université Laval et la Faculté de droit tout particulièrement. Mes premiers mots sont pour remercier Madame la bâtonnière de son invitation à participer aux activités de la rentrée qui permettent à la magistrature d'aller à la rencontre des intervenants du système judiciaire dont les membres du barreau sont des acteurs incontournables. Il s'agit nécessairement donc d'une occasion privilégiée pour partager brièvement certaines réflexions sur des sujets, des enjeux liés au système judiciaire. Je réitère ici les propos de mes collègues juges en chef, la juge Savard par la voix de la juge Gagné ainsi que la juge Larosa, qui ont été prononcés, à l'exception des remerciements me concernant dont je vous laisse juger le bien fondé. Alors, pour ma part, je propose plutôt de nous arrêter sur un thème que j'ai choisi, qui est celui de la fonction judiciaire, qui plus que jamais est à la une. Et je prédis d'ailleurs que ça le demeurera. En effet, la fonction judiciaire sera sans cesse teintée par des transformations sociales, culturelles et économiques, par des justiciables mieux informés de leurs droits et qui seront toujours plus nombreux à ne pas être assistés d'un avocat, par des médias attentifs aux activités quotidiennes des tribunaux, par des progrès technologiques
sans précédent qui, toutefois, amènent leur lot de défis dans un système de justice aux nombreuses ramifications. Ainsi, les décisions et les comportements des juges sont publicisés, scrutés, discutés, tant lors de conversations privées que dans les médias traditionnels ou sociaux. Je trouve primordial dans ce contexte de vous convier à la réflexion qui s'impose à l'égard d'allégations selon lesquelles les juges assument leurs fonctions sans limite ni contrainte. Certains utilisent d'ailleurs l'expression « gouvernement des juges » pour exprimer leur opinion en ce sens. Il est pertinent de se rappeler que le juge n'a de pouvoir que ceux que l'autorité législative lui a accordés par l'adoption d'une loi régulière ou de nature constitutionnelle. Il le fait dans le cadre d'un litige privé, c'est-à-dire entre citoyens, ou d'un litige public découlant d'un conflit entre l'État et le citoyen. Je souligne qu'à la Cour du Québec, dans la très, très grande majorité des cas, il s'agit de conflits qui, justement, opposent l'État aux citoyens. Dans ce dernier cas, le litige est souvent en lien avec la façon dont le pouvoir exécutif applique la loi. Les deux parties, le citoyen et l'organisme relevant de ce pouvoir exécutif, ont alors droit à un juge neutre et impartial. On comprend ici que le droit du citoyen à être jugé par un arbitre neutre et impartial ne serait pas respecté si la magistrature était sous la responsabilité du pouvoir exécutif qui, justement, contraint ce justiciable à se présenter devant une cour de justice. Voilà fondamentalement et concrètement ce que signifient deux des principes fondamentaux d'une société démocratique, la séparation des pouvoirs et l'indépendance judiciaire. Certaines décisions donneront raison à l'État, d'autres seront à la satisfaction du citoyen. Il est cependant erroné de dire dans ce dernier cas que la magistrature se constitue alors en gouvernement des juges. La magistrature exerce, en de telles circonstances, les responsabilités que le pouvoir législatif a choisi de lui octroyer. Attardons-nous à deux de ces responsabilités. La première est de s'assurer qu'une législation adoptée par le pouvoir législatif ne viole pas un droit constitutionnel que l'État s'est engagé à respecter. La deuxième est de s'assurer que les agents de l'État représentant le pouvoir exécutif respectent, dans la mise en œuvre d'une loi, les règles qu'elle édicte et les droits constitutionnels que l'État s'est engagé à honorer. Le pouvoir judiciaire ne s'arroge donc pas du pouvoir législatif. Il exerce plutôt, comme je l'ai dit, les responsabilités qui lui ont été confiées. Poursuivons maintenant notre réflexion à l'égard d'un autre mythe entourant la magistrature, soit celui selon lequel les juges assument leurs fonctions sans limite ni contrainte. Dans les faits, rien n'est plus faux. L'organisation du travail des juges est supervisée par une équipe de coordonnateurs et de juges en chef qui sont certes très à l'écoute des besoins des juges, mais néanmoins animés de leur première responsabilité, soit de s'assurer que les ressources judiciaires limitées soient utilisées de façon optimale au bénéfice des justiciables. Rappelons-nous aussi que peu de personnes exercent leurs fonctions en étant, à l'instar des juges, constamment sous enregistrement, voire sous écoute électronique. Tel est le cas chaque fois qu'un juge siège en salle d'audience. Ayons aussi à l'esprit que la très grande majorité des décisions judiciaires sont susceptibles d'être révisées par un tribunal d'appel. N'oublions pas, en dernier lieu, que le juge doit aussi répondre devant le Conseil de la magistrature de tout manquement sur le plan du comportement, tant dans sa sphère publique que privée, à ses obligations déontologiques. J'espère que ma courte plaidoirie vous convainc qu'il n'y a pas lieu d'adhérer à toute prétention selon laquelle la magistrature se substitue à quelque pouvoir que ce soit lorsqu'elle assume sa mission et ses responsabilités. L'expression « gouvernement des juges », souvent utilisée pour exprimer cette idée, ne résiste pas à l'analyse. Je sais très bien, je sais, que les membres de la communauté juridique maîtrisent ces notions. Convenez cependant avec moi que la rentrée judiciaire est le moment opportun pour se les rappeler, vu le travail important, je dirais colossal, à effectuer sur le plan de l'information du public,
pour apporter toutes les nuances qui s'imposent et mieux faire comprendre le fonctionnement de notre système démocratique et ses principes. Je nous convie tous à cette démarche. Maintenant, comme vous le savez, on l'a dit, la rentrée marque une saveur particulière pour moi, puisqu'il y aura une transition majeure au sein de l'équipe de direction de la Cour du Québec. En effet, le mandat de la juge en chef adjointe de la Chambre criminelle et pénale, l'honorable Chantal Pelletier, s'est terminé le 30 juin dernier. Le mien vient à terme le 25 octobre prochain, alors que celui du juge en chef associé Scott Hughes et du juge en chef adjoint à la Chambre jeunesse Robert Proulx prendront fin le 1er février 2024. Le processus est déjà en cours pour désigner la personne qui me succédera. L'annonce, qui sera faite dans les meilleurs délais, permettra d'aller de l'avant afin de pourvoir le poste actuellement vacant, celui à la Chambre criminelle, et ceux qui le seront au mois de février. Cette équipe renouvelée pourra compter sur l'appui des juges en chef adjoints Claudie Bélanger et Martine Tremblay, respectivement responsables des cours municipales et de la Chambre civile, dont les mandats viennent à échéance en 2025 et 2026. Je veux souligner l'extraordinaire soutien de chacun des membres de cette équipe de direction qui m'a accompagné au cours de mon mandat. Leur dévouement, leur rigueur et leur générosité nous ont permis de relever les défis qui ont été les nôtres. L'une des priorités de notre équipe de direction a été de moderniser l'organisation du travail des juges pour tenir compte de l'évolution de la fonction judiciaire. Or, cette évolution et cette réorganisation ont aussi eu un impact sur la pratique quotidienne des avocats. Je prie donc chaque membre du barreau d'accepter ma reconnaissance pour votre habileté à agir avec souplesse et à adapter votre pratique à la réalité toujours en mouvement. Merci d'accompagner vos clients vers une résolution de leurs conflits de façon à utiliser les ressources du système judiciaire que lorsque nécessaire. Merci de collaborer aux interventions soutenues et accrues des juges sur le plan de la gestion de l'instance afin d'assurer l'utilisation optimale de ces ressources pour que justice soit rendue dans les meilleurs délais possibles, suivant les circonstances de chaque affaire. Merci d'être toujours là pour soutenir un projet, vous impliquer dans une activité ou participer aux discussions visant l'amélioration du système de justice. Je souhaite également remercier l'ensemble des personnes qui contribuent à la mission des tribunaux, notamment le personnel des greffes, les constables spéciaux et nos précieuses adjointes. Je sais aussi, je ne sais pas où il est dans la salle, que M. Yann Paquette, sous-ministre, je l'ai vu, il est ici aujourd'hui. Alors, Monsieur le sous-ministre, je tiens aussi à remercier tout le personnel du ministère de la Justice qui vous appuie. Et je vous remercie personnellement pour votre bonne compréhension de la mission des tribunaux et de la responsabilité de la Cour du Québec. Merci. Je veux aussi remercier les juges de toutes les juridictions pour leur apport inestimable à notre système de justice dans le respect des principes fondamentaux qui caractérisent un État de droit au sein d'une société démocratique. De plus, je veux manifester ma reconnaissance aux juges en chef de toutes les cours pour leur volonté affirmée à travailler en collaboration afin de faire valoir les besoins du système de justice, et ce, dans le respect des spécificités de chacune des institutions. Merci à Mme la juge en chef Savard pour son leadership en ce sens à titre de juge en chef du Québec, ainsi qu'à l'équipe des juges en chef de la Cour supérieure, les juges Paquette, Larosa et Michaud. Je profite également de ce moment pour reconnaître le travail effectué au quotidien par les juges municipaux qui complètent l'offre de services de justice en première instance au Québec. Vous me permettrez, j'en suis convaincue, des remerciements plus ciblés pour les juges et les juges de paix magistrats de la Cour du Québec, sans lesquels notre institution, peu importe qui la dirige, ne peut relever tous les défis qui sont les siens. Votre engagement continuel à servir les justiciables est remarqué, apprécié et digne de mention. Un merci spécifique pour toutes les équipes de coordination partout au Québec, dont le travail constitue le rouage essentiel entre la direction de la Cour, les juges qui la composent, les avocats et les justiciables qu'ils représentent. Merci d'assumer avec autant de vigilance, de pragmatisme, de dévouement et de loyauté vos importantes responsabilités. Je termine en manifestant ma confiance envers nos valeurs communes pour une justice humaine, indépendante et de qualité, afin que l'année judiciaire qui s'amorce soit une réussite à tous les niveaux, et je vous remercie de votre bienveillante attention.
Merci, Madame la juge. Nous profitons de la rentrée judiciaire du barreau de Québec pour souligner la contribution exceptionnelle de nos membres. J'invite Madame la bâtonnière de Québec, Maître Élie Foral, à s'avancer vers le micro pour la remise des médailles du Conseil du barreau, ainsi que la médaille du Conseil du barreau de Québec. Alors, bonjour à tous. Débutons avec la remise de la médaille du Conseil du barreau de Québec. Aujourd'hui, nous soulignons l'engagement exceptionnel de 17 de nos membres qui comptent 50 années d'inscription au tableau de notre ordre professionnel. Cela témoigne d'une passion inébranlable pour notre profession. Chers récipiendaires, dont 6 sont parmi nous aujourd'hui, merci de demeurer à votre place puisque les médailles vous seront remises à la fin de la cérémonie et que nous prendrons une photo officielle à la même occasion. Je nommerai nos récipiendaires donc en ordre alphabétique et je vous invite à garder vos remerciements pour la fin. Maître André Bernatchez, Maître Richard Boivin, Maître Michel Bouchard, Maître Pierre-Michel Bouchard, Maître Rémi Bugeaud, Maître Louis-Marie Cossette, Maître Bertrand Gobeil, Maître Constant Calice, l'Honorable Jean Lemelin, Maître Jean-Alain Lemieux, Maître Jean-Guy Parent, Maître Florent Pelletier, Maître Jean Piette, Maître Jean-Paul Roberge, Maître Louis-Marie Vachon, Maître Claude Vadeboncoeur et finalement Maître Michel Véraud. Donc, je vous invite à les applaudir chaleureusement. Félicitations encore une fois pour vos 50 années d'inscription au tableau de l'ordre et merci. Poursuivons maintenant avec la remise de la médaille du barreau de Québec. Nous profitons de la rentrée judiciaire pour souligner la contribution exceptionnelle d'un de nos membres. J'ai donc le privilège de vous présenter la lauréate de la médaille du barreau de Québec pour l'année 2023, Maître Lise Malouin. Alors, Maître Malouin, c'est avec un immense plaisir que le barreau de Québec honore aujourd'hui votre implication impressionnante en tant que professionnel du droit dans votre communauté. Chère Lise, pour les prochaines minutes, je parlerai de vous et que de vous. J'espère que vous saurez me le pardonner. Maître Malouin ne s'est jamais contentée d'exécuter. Elle s'est toujours engagée tout au long de sa carrière. Elle s'est portée, entre autres, à la défense des droits de la personne et de la famille, des enfants et des immigrants. Elle s'est également impliquée auprès du barreau de Québec, au sein duquel elle a occupé, et occupe toujours, de nombreux rôles. Après ses études au Ruel Business College et ses formations en administration et en gestion de personnel, Maître Malouin a occupé successivement des emplois de gérante d'hôtel, adjointe administrative et de gestionnaire au sein d'une société nationale d'évaluateurs agréés et d'un cabinet de comptables agréés. Conciliant travail, famille, études, elle a complété son baccalauréat en droit, pendant lequel elle a donné naissance à ses 2 enfants, tout en travaillant à temps plein. Admise au barreau en 1990, elle a poursuivi sa carrière au sein du contentieux civil du Centre communautaire juridique de Québec et a plaidé devant les différents tribunaux civils et administratifs. Élue bâtonnière de Québec en 2002, elle a été membre du Conseil du barreau de Québec pendant 8 ans, du Conseil d'administration provisoire du Centre d'accès à l'information juridique, ainsi que membre du comité administratif et du Conseil général du barreau du Québec. Elle a été membre et présidente, cela va de soi, de nombreux comités du barreau de Québec et du barreau du Québec. Au cours de son mandat de bâtonnière, Maître Malouin a mis en œuvre le projet Greffe civile en ligne dans le but de permettre une meilleure accessibilité et une diminution des coûts. C'était, faut-il le rappeler, en 2002-2003. Maître Malouin a également développé plusieurs activités avec la collaboration des présidents et présidentes des comités, visant toujours à promouvoir l'image et le travail des avocats et avocates du barreau de Québec.
Entre autres, Maître Malouin était l'instigatrice de l'activité « Une journée dans la vie d'un professionnel du droit » qui s'adresse à la relève. Depuis, l'activité se perpétue d'année en année au sein du barreau de Québec. Enfin, Maître Malouin a élaboré, en collaboration avec les représentants du ministère de la Justice, 2 salons des témoins au Palais de justice de Québec afin d'assurer une plus grande convivialité aux témoins en attente. Elle a également entrepris des démarches auprès de l'honorable juge en chef Pierre A. Michaud afin de faire modifier les règles de pratique de la Cour d'appel pour que, dans les causes familiales, les parties puissent procéder par voie accélérée, sans mémoire écrit, volumineux, coûteux, qui freinaient l'exercice des droits des moins nantis. En parallèle à sa carrière d'avocate, qui était certainement bien remplie, Maître Malouin était présidente et membre de plusieurs conseils d'administration. Elle a été très impliquée auprès de nombreuses organisations sociales. Elle a prononcé de nombreuses conférences auprès de divers organismes de la région de Québec. Au cours des années, Maître Malouin a reçu plusieurs marques de reconnaissance. Elle a été, entre autres, désignée membre honoraire du Service d'accueil aux réfugiés de Québec. Elle a aussi été honorée en 2008 dans le cadre de l'activité du 400e de la Ville de Québec, activité qui s'intitulait « Hommage aux femmes sur la ligne du temps à Québec, 400 ans, 400 femmes ». Cette avocate émérite du barreau du Québec a également reçu plusieurs prix, donc le mérite Christine Tourigny du barreau du Québec, le prix Robert Sauvé de la Commission des services juridiques, le prix Justicia de la Faculté de droit de l'Université Laval et le prix Femmes de mérite catégorie Affaires et professions du YWCA. Et finalement, récemment, en 2019, la médaille du lieutenant-gouverneur pour mérite exceptionnel. Je pense qu'on peut dire qu'il ne lui manquait que la médaille du barreau de Québec. L'humain étant au cœur de ses préoccupations, Maître Malouin a mené de nombreux combats dans le but de protéger les individus et améliorer leur situation. Prônant l'égalité sous toutes ses formes, cette femme de cœur et de tête est sans contredit une avocate d'exception et une citoyenne hors du commun. Alors, Maître Malouin, encore une fois, félicitations et je vous invite à me rejoindre sur la scène pour la remise d'un médaille. C'est avec beaucoup d'émotion et d'humilité que je reçois aujourd'hui cette reconnaissance. Je ne suis pas normalement sous les feux des projecteurs. J'aime mieux agir un peu dans l'ombre, à faire bouger les choses plutôt que d'être un reflet de lumière. Mais en tout cas, je vous remercie infiniment de l'honneur que vous me faites aujourd'hui. Et surtout que ça m'est remis à la journée de Claire L'Heureux-Dubé. Cette journée-là a été instaurée la première fois lors de mon mandat de 2002-2003. Et je garde un excellent souvenir de Mme Dubé, d'abord parce que lors de sa retraite, c'est moi qui ai eu le privilège et l'honneur de lui donner le discours de sa retraite, alors que je n'oublierai jamais. C'est la seule fois que je suis allée à la Cour suprême, en fait. Alors, merci encore pour ces honneurs. Maintenant, ça ne se fait pas tout seul, tout ça. Alors, je voudrais remercier sincèrement tous ceux et celles qui m'ont aidé à réaliser tous ces mandats, tous ces beaux projets pour aider les gens dans le meilleur d'un monde possible. Merci à tout le monde qui avait contribué dans l'ombre. Avec les fleurs? Il n'y a pas de pot, hein? Non. C'est maintenant au tour de la bâtonnière du barreau du Québec, Maître Catherine Claveau, à venir vous adresser la parole. Distingués invités, chers consoeurs, confrères du barreau de Québec, chers amis, Madame la bâtonnière, chère Élif, permettez-moi d'abord de vous remercier de m'avoir invité à prendre la parole au nom du barreau du Québec
en cette cérémonie qui marque le retour des activités régulières des intervenants de notre système de justice. Vous vous doutez sans doute que je suis particulièrement heureuse d'être parmi les miens afin de vous faire part des dossiers et activités qui seront au cœur de nos actions dans la prochaine année, où le Barreau du Québec aura lui aussi 175 ans, tout comme évidemment le Barreau de Québec et les cours d'appel supérieur et de Québec. En cette année toute spéciale, le Barreau du Québec souhaite témoigner de son engagement envers la collectivité. Nous voulons nous rapprocher de celle-ci, partager ses valeurs et l'inviter à discuter de l'évolution du système de justice qui régit ses droits et la protège. Ce rapprochement avec les citoyens se traduit actuellement par une campagne provinciale de promotion pour l'ouverture officielle des 4 lieux de pratique de la clinique juridique du Barreau, soit Montréal, Gatineau, Sherbrooke et Québec. Grâce à cette clinique, 1 millier d'étudiants diplômés en droit iront chaque année à la rencontre du public pour donner, sans frais, des consultations juridiques. La clinique juridique du Barreau bénéficie à tous, les citoyens, les futurs avocats, les cabinets et les cours de justice qui les accueillent. Parmi les activités qui vont s'enchaîner au cours de l'année, il y aura notamment une initiative qui sera déployée en simultané dans 55 points de justice du Québec. Il s'agit du marathon juridique du 175e, qui sera d'une durée de 3 jours et présentera plusieurs activités d'information, des rencontres gratuites et sans rendez-vous, qui seront destinées au grand public. La collaboration de tous les barreaux de section dans l'ensemble du Québec, de nos membres et de nos partenaires sera très précieuse et garante du succès de cette activité. Notre mission de protection du public en tant qu'ordre professionnel se traduit notamment par nos actions visant à accroître l'accès à la justice pour toutes et pour tous. Vous êtes tous bien au fait, et le barreau l'a dit à plusieurs reprises, le financement de la justice au Québec est insuffisant. La pénurie des effectifs essouffle durement le système de justice et la faiblesse des tarifs consentis à nos professionnels, notamment en matière d'aide juridique et de médiation, laisse prévoir un véritable exode de l'expertise dont souffrira assurément tout le monde, mais principalement les justiciables. Les effets de ce sous-financement ont de graves impacts. Il s'agit d'un enjeu majeur qui nuit à l'accès à la justice ainsi qu'à la confiance du citoyen dans le système de justice. Certaines de droits, comme le droit de la jeunesse, sont littéralement mis à mal. De plus, et ça fait à nouveau la manchette dans l'actualité, les dénis de justice se font de plus en plus nombreux au nord du Québec, la situation étant particulièrement dramatique au Nunavik et dans les communautés autochtones de la Côte-Nord. Vous pouvez être assurés que ce dossier demeure prioritaire pour le Barreau du Québec et que nous allons continuer d'agir pour améliorer la situation. Ainsi, nous allons non seulement continuer de marteler l'importance d'augmenter le financement de la justice, mais nous allons également continuer d'être des acteurs de changement qui contribueront à trouver des solutions pratiques et pérennes à l'amélioration de l'accès à la justice. En ce qui a trait plus particulièrement à l'aide juridique maintenant, on se rappelle que le groupe de travail indépendant sur la réforme de la structure tarifaire de l'aide juridique a rendu public son rapport il y a plus de 15 mois. Malgré cela, il y a seulement un nombre infime des 181 recommandations qui ont été mises en place depuis. Pendant ce temps, un nombre important de Québécois qui n'ont pas accès à une représentation adéquate demeure. Ces derniers tentent de se représenter seuls devant des diverses instances judiciaires car ils ne bénéficient pas de l'accès à la justice attendue. C'est pourquoi le Barreau du Québec continuera à supporter les travaux du Comité indépendant sur les tarifs d'aide juridique, mieux connu comme étant le CITAGE, afin que nous donnions collectivement des moyens d'en faire plus dans le cadre de la réforme des tarifs de l'aide juridique. Il en va du respect des droits fondamentaux des personnes les plus vulnérables de notre société. Rappelons-nous également que la légitimité du système de justice repose sur la confiance des citoyens, car sans elle, le système ne peut commander le respect et l'acceptation qui sont essentiels. Cette confiance est largement tributaire de la pérennisation et de l'indépendance de nos institutions. Nous entendons donc continuer à veiller au grain, et ce, afin d'éviter à tout prix l'effritement des principes fondateurs de notre société. Il en va, comme vous le savez, de ce qui définit notre vie démocratique. Du côté de l'exercice de la profession, certains dossiers figurent parmi nos priorités. L'étrangeté que nous venons de vivre, avec les nombreux feux de forêt, les graves inondations et la température en dents de scie, nous forcent à regarder bien en face le défi que représentent les changements climatiques.
Ainsi, notre intention est d'être un leader dans la responsabilisation sociale et environnementale de la profession. Notre groupe de travail qui a été créé à cet effet élabore actuellement une politique sur la responsabilité sociale et environnementale et rédige un plan d'action visant à accompagner le barreau, ses membres et leurs clients. J'estime qu'il s'agit d'un projet important pour le barreau du Québec qui positionne notre ordre professionnel dans l'action en ce qui a trait aux enjeux environnementaux. Le grand chantier de la transformation de la justice, Lexus, pour ne pas le nommer, est toujours en cours, mais la modernisation de la justice ne se limite pas à la numérisation des dossiers. L'entreprise est éminemment plus profonde et transformatrice qu'un simple virage technologique. Cette modernisation de la justice est le reflet de notre société en mouvement et induira forcément la transformation de nos façons de faire, notamment à travers le développement de l'intelligence artificielle, dossier éminemment important pour le barreau du Québec. Quant au bien-être psychologique des membres, nous allons continuer à agir pour accompagner nos membres et pour améliorer la saine pratique de la profession. En marge de nos actions et services que nous continuerons d'offrir, je profite de cette tribune pour en appeler à la collaboration de tous. Nous le savons, notre profession est souvent une source de stress, voire même d'anxiété pour certains. Nul n'est mieux placé que nous pour comprendre la réalité d'une consoeur ou d'un confrère. C'est pourquoi nous devrions faire preuve d'ouverture et d'empathie à l'égard de nos collègues, même lorsqu'ils sont nos adversaires. Soyons vigilants et à l'écoute de nos consoeurs et confrères qui traversent des périodes difficiles. Prenons soin de nos jeunes collègues qui peinent à concilier leur vie familiale et leur vie professionnelle. Bref, faisons preuve de bienveillance dans nos relations professionnelles. Avant de terminer, je veux à mon tour profiter de cette tribune pour rendre hommage à Madame la juge en chef Lucie Rondeau, dont malheureusement le mandat se terminera le 25 octobre prochain. Madame la juge en chef, en mon nom personnel et au nom du barreau du Québec, je vous remercie sincèrement pour vos nombreuses contributions et votre dévouement à la justice avec un grand J. Vous avez été une chef de file d'exception pour tous les acteurs du système de justice, et ce, malgré que trop souvent, vous l'avez fait avec un vent de face. La rigueur avec laquelle vous avez défendu vos nombreux dossiers et votre acharnement à défendre le principe de l'indépendance des tribunaux nous ont certainement aidés à traverser les nombreuses crises que nous avons vécues lors des dernières années, nous laissant ainsi plus résilients que jamais. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et de sérénité dans vos nouveaux projets. Moi aussi, je suis émue. Évidemment, je tiens également à féliciter très sincèrement, chaleureusement, la récipiendaire de la médaille du barreau. Chère Lise, tu le mérites sincèrement. Tu l'as dit, je te cite d'une grande humilité, mais aujourd'hui, accepte cette belle lumière dirigée vers toi. Sois fier de cet honneur. Il est plus que mérité. Chers consoeurs et confrères, du haut de ces vénérables 175 ans, le barreau du Québec peut s'enorgueillir d'avoir su tenir la barre de la profession. Soyons fiers, toutes et tous, d'appartenir à une institution présente depuis si longtemps au sein de la société québécoise. Le défi que nous avons tous désormais, c'est non seulement de réussir les virages des changements de la société dans laquelle nous évoluons, mais d'incarner dans la sphère de la justice cette société vivante, ses multiples défis et les réponses qu'on peut y apporter. Avec ses quelques 30 000 membres, le barreau du Québec possède l'étoffe et les forces vives nécessaires pour foncer dans son avenir. Merci et bonne rentrée à tous. Merci, Madame la bâtonnière. Il est maintenant temps pour moi de vous présenter la lauréate du prix Louis-Philippe Pigeon. Et je me permettrai d'abord un petit aparté, car nous avons la chance aujourd'hui d'avoir avec nous l'arrière-petit-fils du juge Pigeon, donc Fabien Van Dorn, qui est un confrère et un ami européen qui nous rend visite aujourd'hui. Donc, merci Fabien d'être avec nous aujourd'hui. Depuis... Depuis 1989, ce prix est remis par le Jeune barreau de Québec afin de souligner l'accomplissement d'un acte méritoire ou d'une contribution distinctive d'un ou d'une membre du JUBQ. Cette année, le prix est remis à Maître Michael Guilbeault, qui incarne très bien l'une des valeurs les plus précieuses du Jeune barreau, l'engagement.
Maître Guilbeault exerce sa profession au sein de l'étude Fasken-Martineau-Dumoulin depuis 2020. Elle est une jeune avocate bien occupée, pratiquant en droit des affaires, principalement dans des dossiers de fusion, acquisition et financement, des mandats parfois fort complexes qu'elle sait mener à terme. En 2021, Maître Guilbeault a entrepris une toute autre mission en acceptant le rôle de grande ambassadrice de la Société canadienne du cancer. En 2020, une personne proche de Maître Guilbeault a reçu effectivement un diagnostic de cancer du sein du stade avancé. Comme beaucoup de proches de personnes atteintes du cancer, celle-ci s'est d'abord sentie impuissante face à la maladie. Elle a rapidement constaté que plusieurs projets de recherche existaient au Canada pour améliorer le pronostic des femmes souffrant de cette maladie, mais que trop souvent, ces projets avançaient lentement, faute de financement. Malheureusement, la mère de Maître Guilbeault est décédée de sa maladie en octobre 2022. Elle a néanmoins poursuivi son implication en 2023 et s'active toujours auprès de ses proches, de ses clients, membres de son réseau d'affaires, afin de les mobiliser pour cette cause qui lui tient à cœur. Depuis qu'elle a amorcé cette mission, elle a réussi à amasser plus de 35 000 $ en dons et en commandites, et ses ambitions pour les prochaines années sont encore plus grandes. Maître Guilbeault ne pouvait recevoir ce prix en personne aujourd'hui, étant retenu à l'extérieur de la ville. Nous tenions néanmoins à souligner son accomplissement et à vous partager son histoire qui, je l'espère, vous motivera à vous aussi vous impliquer dans votre communauté. Nous terminons cette cérémonie en beauté avec la bâtonnière de Québec, Maître Hélène Foral, et je vous reviendrai par la suite pour le mot de la fin. Distingués invités, c'est avec un grand plaisir que je m'adresse à vous à l'occasion de la rentrée judiciaire 2023. La rentrée, c'est l'occasion pour la communauté juridique de Québec de se rassembler pour témoigner de son engagement envers la justice. C'est aussi le moment par excellence pour mobiliser tous les acteurs du monde juridique autour des grands enjeux et défis de notre époque. L'accès à la justice demeure l'un de ces grands enjeux, surtout pour les personnes à faible revenu. En tant que bâtonnière de la section de Québec, il m'importe de mettre de l'avant l'importance de protéger les droits fondamentaux des individus vulnérables. Cela implique de garantir un accès équitable à la justice pour tous. Ceci s'inscrit d'ailleurs dans la continuité de notre mission, qui est de veiller à la protection du public. Après plus de 50 ans, il est incontestable qu'une révision des services et tarifs d'aide juridique est essentielle. Notre système doit s'adapter à la réalité actuelle pour mieux répondre aux besoins de tous les Québécois, peu importe leur situation ou les défis auxquels ils font face. Nous souhaitons que le gouvernement agisse en accord avec ces paroles et qu'il fasse preuve de cohérence dans l'intérêt du public et des justiciables. En travaillant ensemble pour réformer l'aide juridique, nous donnons à tous les moyens de veiller à la protection de nos droits fondamentaux. Pour faire écho aux propos de la bâtonnière du Québec, Maître Claveau, je nous invite à suivre ensemble l'évolution de ce dossier primordial afin de permettre aux plus vulnérables de notre société de faire valoir leurs droits. La justice est un bien commun de valeur inestimable, mais ses ressources sont limitées. Nous avons donc la responsabilité, collectivement et individuellement, de faire plus avec moins si nous voulons répondre aux besoins les plus importants et aux besoins les plus urgents. Je profite de la tribune qui m'est offerte pour encourager tous les membres du barreau de Québec à poser des gestes petits et grands pour poursuivre le changement de culture dont notre système de justice a besoin. Je vous propose donc 4 initiatives à l'échelle locale et individuelle auxquelles nous pouvons tous contribuer. Premièrement, la transformation de la justice vers le dossier judiciaire numérique est désormais en marche. Il est essentiel que chacun d'entre nous s'y prépare dès maintenant pour être fin prêt le jour où la justice sera plus moderne et efficiente. Deuxièmement, le nouveau programme de l'École du barreau est maintenant déployé dans la région de Québec. Tous nos futurs avocats et avocates participeront à une clinique juridique de 10 semaines dans le cadre de leur formation. J'invite tous nos membres intéressés à agir comme superviseurs dans le cadre de cette clinique juridique à se manifester pour contribuer à la formation de la relève juridique et à l'accès à la justice. La désinformation juridique est également un frein en matière d'accès à la justice.
La santé de notre État de droit est largement tributaire de la qualité de l'information disponible sur le fonctionnement du système judiciaire. Nous devons donc tous veiller à ce que nos concitoyens soient bien informés du rôle de l'avocat et de la justice dans notre société. Et finalement, le Barreau de Québec mène cette année des travaux d'envergure afin de moderniser sa gouvernance. Notre objectif est de permettre à un maximum de membres d'avoir voix au chapitre quant aux initiatives de la section de Québec, incluant par le biais des comités qui en assurent le rayonnement. J'invite donc encore une fois tous les avocats intéressés à s'investir auprès du Barreau de Québec, à manifester leur intérêt, parce que c'est par votre engagement qu'on va assurer notre relève. Au cours de la dernière année, nous avons eu le bonheur d'assister à beaucoup de mouvements dans la section de Québec. Nous tenons à féliciter tous nos membres qui ont accédé à la magistrature, tous ceux qui, déjà magistrats, se sont vus confier de nouvelles fonctions, ainsi que tous les avocats qui ont été assermentés et qui assistent aujourd'hui à leur toute première rentrée judiciaire. Finalement, nous souhaitons à tous les juges et aux avocats qui ont pris leur retraite cette année qu'elle soit longue, heureuse et en bonne santé. Nous tenons également à signer la fin du mandat comme juge en chef de la Cour du Québec de l'honorable Lucie Rondeau le 25 octobre prochain. À mon tour, Madame la juge en chef, je vous remercie pour toutes vos années de travail afin de faire avancer la justice, tant au niveau de son efficacité, son accessibilité, et je vous souhaite une bonne continuité. Il ne fait aucun doute que nos défis sont grands, mais ils peuvent être relevés par des hommes et des femmes motivés et animés d'une vision commune. C'est donc ici que je me permets les traditionnels remerciements aux membres de l'équipe du Barreau de Québec. D'abord, je salue le travail bénévole des présidents et membres de nos 24 comités permanents. Le succès du Barreau de Québec vous est dû en très grande partie. Ensuite, rien ne serait possible sans le dévouement de notre permanence et de notre directrice générale. Mesdames, vous êtes le cœur du Barreau de Québec. Et finalement, je remercie des plus chaleureusement les membres de mon équipe immédiate, soit les 11 administrateurs qui, quotidiennement et parfois même plus souvent, prennent mes courriels, prennent les courriels que je leur transmets, prennent mes appels, préparent nos rencontres et surtout, ajoutent leur voix au débat et offrent le meilleur d'eux. Votre générosité et votre discernement me sont particulièrement chers. Alors, ceci clora bientôt la cérémonie de la rentrée judiciaire de cette année, mais nous attendrons en grand nombre l'an prochain, puisqu'à notre tour, nous fêterons nos 175 ans. Donc, nous aurons une rentrée judiciaire haute en couleur et en prestige l'an prochain. Et pour le moment, donc, je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une bonne année judiciaire 2023-2024. Merci. Merci, Madame la bâtonnière. Nous sommes maintenant rendus à la toute fin de cette cérémonie. Je requiers donc de votre part encore quelques minutes d'attention. Le Barreau de Québec souhaiterait remercier chaleureusement les partenaires de la rentrée judiciaire. Cette cérémonie est possible notamment grâce à leurs généreuses contributions. Le Barreau souhaite remercier spécialement son partenaire principal, le CAIJ, et son partenaire art, Juris Concept. Merci à la financière des avocats et des avocates, à BZ Technologies, à Médic Assurance, à Desjardins Caisse de Québec, à POB Sténographe officiel. Merci pour votre soutien et votre support continu. Je vous remercie tous et chacun d'avoir assisté à cette cérémonie de la rentrée judiciaire et réitère mes plus sincères félicitations à nos médaillés et récipiendaires, qui sont d'ailleurs invités à rester dans la salle pour la prise de photos officielle à droite de la scène. Bon après-midi à tous et à toutes et au plaisir de vous rencontrer ce soir au Grand Marché de Québec afin de célébrer avec nous la fête de la rentrée judiciaire dès 18h.